Ah, ça marche. Je pense que c'est bon. Ouais, Oui, je peux aller. oui, c'est de la cuisine technique. Bon, je vous remercie, monsieur le professeur. Merci beaucoup pour me donner la possibilité de venir vous présenter notre travail. Je vous propose de faire ça en plusieurs tours. D'abord, je vais me présenter. Ensuite, je vais présenter notre bureau. Après, je vais vous montrer quelques projets qu'on a réalisés qui sont en relation justement avec cette modélisation 3D, avec ces structures un peu particulières. Après, je vais vous parler de conception d'ouvrages d'art qui est un peu dans le même style. Point 4, ce sera un focus sur le projet du pavillon à Lyon. Et puis après, une petite conclusion. Donc, je suis diplômé, je suis ingénieur civil, diplômé de l'EPFL. Après, j'ai fait un master aux États-Unis. Et puis encore, j'ai fait une thèse de doctorat dans le domaine de la simulation numérique des structures porteuses. J'ai travaillé sur la réhabilitation du centre de Berlin avec la Lehrerbahnhof sur plusieurs projets de Rail 2000. Un objet assez emblématique que vous devez reconnaître, c'est le monolithe c'est l'archéologue de Morat. C'est un concours que j'ai fait avec Jean Nouvel et qu'on a gagné, que j'ai pu réaliser avec. Et on a notamment réalisé le monolithe flottant de l'archéologue de Morat. Et puis ici, deux concours de pont que j'ai gagnés il y a plusieurs années. Un pont sur le barrage de Mühleberg et puis un pont sur le Rhône à Branson avec une structure assez avancée. Donc je suis spécialiste en structure porteuse en ouvrage d'art. Donc en 2004, quand j'ai décidé de fonder mon agence, mon bureau à Lausanne, c'était clair que ça allait être dans le domaine des structures porteuses. Mais pas juste pour faire des structures porteuses comme un empilement d'objets, de mettre des poutres ou des dalles les unes sur les autres, mais plutôt de les travailler d'une manière unitaire, synthétique, pour en faire des ouvrages d'art. D'où le nom du bureau Inge pour ingénieur et Phi pour le nom d'or. Vous en avez entendu parler plusieurs fois, un synonym qui règle les proportions esthétiques. Donc maintenant, le bureau, on a une trentaine de collaborateurs et puis ça nous donne la chance de pouvoir travailler sur des projets assez intéressants. Donc, je vais vous montrer quelques projets, c'est déjà partie de notre présentation, quelques projets. Mon but, c'est de vous montrer que la conception de structure, de bâtiment ou de n'importe quel élément de construction, c'est un travail créatif. Que ce travail créatif, il peut être magnifié, amélioré, amplifié en transformant les structures pour en faire des ouvrages d'art. Après, bon, ça c'est pur bonheur, mais vous verrez que les structures sont tridimensionnelles, donc ça permettra bien justifier le cours. Je salue votre présence, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus d'architectes qui sont intéressés par ce genre de cours, parce que c'est quand même le futur de la conception architecturale. C'est malheureusement toujours comme ça. C'est vrai. Il y a une multitude d'événements qui fait que finalement, en fait, les étudiants sont débordés, je pense. Donc je m'excuse aussi. Pas de souci. D'autant plus que tu es d'ici, donc ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Mais non, c'est le cas général et on ne parvient pas à régler ce souci parce que même les grandes conférences qui ont lieu le lundi soir n'attirent pas grand monde. Même quand il y a des gens comme Norman Foster ou tout ça. C'est vrai. Même le lundi soir, il y a il n'y a pas assez de monde. Bon, enfin, je vous encourage parce que je pense que c'est un domaine qui est assez porteur. Je vais essayer de vous le montrer. J'aimerais aussi vous montrer que un point intéressant qu'on ne vous le dit pas assez souvent dans l'école, c'est que les techniques de construction, elles influencent l'image. Et ça, c'est assez déterminant, ce qui justifie le fait qu'architecte et ingénieur, on doit collaborer. Donc le premier projet que j'aimerais vous présenter, c'est le viaduc sur la Neuf. C'est un concours de pont qu'on a gagné en 2006. On a travaillé avec Louis Brown comme architecte. C'est pour la nouvelle traversée de la tronche chablaisienne à Rennes. Et puis pour ce projet, on a justement transformé le pont en un ouvrage d'art. C'est-à-dire qu'on a essayé d'intégrer tous les éléments des canalisations, des écoulements des eaux, des piles, tout ça dans une structure unitaire pour avoir l'impression que c'est un seul ouvrage. Donc on voit très bien que toutes les canalisations sont cachées entre données un peu porteuses. On voit très bien que les piles sont inclinées, mais avec une inclinaison qui est similaire, comme la culée. Les bordures aussi, il y a un prolongement entre les bordures et la culée. Donc on a travaillé ça comme un ouvrage d'art. Et comment on fait ça? C'est beaucoup par l'outil 3D.
c'est beaucoup par l'outil 3D parce que ça nous permet justement de visuer tous les détails du culé, toutes ces jonctions là qui sont compliquées à gérer. Donc on est venu à faire du 3D par les ouvrages d'art. Ça va? Deuxième projet, c'est le siège de Richemont International à Bellevue à Genève. Donc c'est un projet signé Jean Nouvel, c'est un projet qu'on a gagné le concours avec eux et on a fait la réalisation. Et puis là, Jean Nouvel, il voulait faire les plus beaux bureaux du monde. C'est un parc magnifique avec des cèdres, c'est vraiment superbe, c'est de là qu'il y a dans cette direction. Et puis la manière dont il voulait faire, il a proposé de faire ces plus beaux bureaux du monde, en fait c'est de faire rentrer le parc dans le bâtiment. Et pour faire ça, en fait on a dû proposer une structure porteuse qui permet cette transparence. Et puis cette transparence, elle est en fait obtenue parce qu'on a fait une charpente métallique. On le voit, elle est assez transparente. Et puis, en plus de faire une charpente métallique standard comme vous avez ici, on a fait une charpente métallique en acier, en profil, en acier plein. Donc on a des profils, c'est hyper cher, bon, c'est Richemont, c'est hyper cher, mais c'est 8 cm d'acier plein, des colonnes toutes fines, derrière lesquelles se cache le cadre des fenêtres. Donc on voit plus, on ne sait plus tellement si on est dedans ou dehors, c'est tout ce jeu qui voulait être obtenu par Jean Nouvel. Et si vous pouvez y aller, bon, c'est très privé, hein, c'est très surveillé, mais si vous pouvez y aller, allez-y. Et c'est pour moi un élément très intéressant, c'est pour vous dire la technique de construction et l'influence l'image. On n'aurait jamais pu faire ce genre de structure avec une structure en béton. On n'aurait jamais eu cette finesse. Donc ça veut dire que quand vous concevez, quand vous faites de la morphologie structurelle, comme vous dites, quand vous concevez vos structures, eh ben, c'est pas mal de travailler avec un ingénieur parce que c'est lui qui va vous aider sur quelle technique de construction utiliser et puis quelle sera l'image, enfin, puisque l'image, ça vous importe beaucoup. Un autre projet aussi intéressant, plus petite taille, hein, une petite maison à Lutry, où là aussi, bah, c'est que maintenant qu'on peut faire ce genre d'objet, avec une gestion du 3D, où on voit plusieurs niveaux avec des terrasses, et on a conçu cette maison avec des équerres qui sont décalés et puis qui créent les terrasses et les enfilades sur le lac. Je vais juste essayer de vous montrer en 3D. Alors, l'avantage du 3D, c'est qu'on sent tout de suite bien la structure. Donc on a un chemin qui descend là-dedans. On a mis beaucoup d'écrans pour se protéger du chemin. Et puis après, du côté des vignes, on a toutes les ouvertures, toute une surface vitrée. Et ça, ce genre de projet, ça peut se faire que si on fait du 3D. Ce n'est pas possible de construire ce genre d'ouvrage, de donner les plombs aux maçons, de donner les plombs au charpentier métallique qui fait les façades, et puis d'arriver à la fin avec les biais que ça joue. Même en ayant des modélisations 3D, ils ont tous souffert. Voilà. Après, un autre projet que j'aimerais vous présenter, vous connaissez bien, vous le connaissez, hein, c'est le Learning Center. Donc nous on s'est occupé de toute la construction, tout le suivi de la construction, en fait, le contrôle sur chantier de la construction. On était mandaté par le groupement des ingénieurs. Donc on a suivi cette construction, puis et là je pense que c'est illustratif de l'importance du 3D, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu faire ça en 2D. Et puis on voit la complexité aussi, c'est la grande coque. Hein. Donc maintenant l'entrée. Donc vous devez passer l'entrée ici. Non. L'auditoire, il est là. Ça, c'est l'auditoire, voilà. Ici, cette forme-là, c'est l'auditoire qui est du côté maintenant pavillon pour moi. Donc on voit la complexité de la structure. Tout a été dessiné. On a donné un modèle numérique qui a été donné pour faire les plans de coffrage, mais tout est redessiné, puis tout est dessiné plusieurs fois. C'est-à-dire que l'architecte fait ses plans, l'ingénieur fait ses plans, après l'entreprise fait ses plans. Les plans de coffrage, ici, on voit qu'il y avait 1200 tables de coffrage qui ont été faites, tout avec des commandes, tout par commande numérique, et après les plans d'armature, on voit la complexité. Donc, c'est pour dire que la gestion d'une telle géométrie, ça peut passer que par le 3D. Le modèle BIM, à l'époque, ça n'existait pas, bon, c'était pas encore utilisé, mais voilà, c'est venu un petit peu après.
Ça, c'est Medellin. Ça, c'est un petit projet à Doha, 500 millions de dollars US. C'est de nouveau avec les ateliers Jean Nouvel, où on collabore pour la façade de ce pavillon, de ce musée. Donc le musée national du Qatar, qui est en construction maintenant, en fait, il est composé d'une multitude de lentilles qui s'entrecroisent. C'est pas des petites lentilles, hein. Chaque lentille, donc c'est une de ces formes, elle fait à peu près 30 mètres de diamètre, donc il y en a 130. Elles s'entrecroisent pour créer dessous les volumes d'exposition. Et notre intervention ici, c'est clair qu'on n'a pas, on est 30, hein, c'est un petit peu gros pour nous, mais par contre on a fait tout le projet de la façade en béton pour tout le musée. Et on a proposé ici d'utiliser un béton à ultra haute performance, comme on appelle maintenant, c'est un BFU. Ça nous a permis de faire des éléments préfabriqués qui font 4 mètres à peu près par 1 mètre de dimension, donc c'est un élément comme ça, qui sont sans armature. Dedans, il y a des fibres métalliques qui donnent la résistance au panneau, et puis qui vont permettre de façonner l'image du musée comme Jean Nouvel le voulait, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait un bruit plastique quand on touche la façade. Il fallait un élément minéral, il fallait, les Qataris aussi, ils étaient très stricts, il fallait que ça paraisse solide, massif. Donc on a dû travailler avec du béton fibré à haute performance, ce qui a changé l'image, et c'est tout à fait ce que Nouvel voulait. Ici, je n'ai pas pu résister à vous montrer l'image vive de ce projet. On va parler dans le détail, hein. Mais si on commence par le haut, on a le cafouillis, la charpente métallique. En fait, chaque élément de la structure, il est décomposé dans des layers, vous le saurez mieux que moi, mais dans des couches. Et puis, vous le connaissez aussi, hein? Ah oui, très bien. Est-ce que vous y avez collaboré? C'est juste, hein, vous y avez travaillé? En fait, j'ai donné un an de ma vie à ce projet. Voilà. Donc cette image, vous ne l'aviez pas vue, hein? Pas à cette époque. Pas aussi avancé, ouais, c'est septembre l'année passée. En fait, l'émir, il est très strict sur les images, on ne peut pas montrer trop d'images. Il veut garder le contrôle de ces images. Donc, je peux vous montrer que des photos un petit peu anciennes, mais évidemment, c'est déjà pas, c'est pas fini encore. Hein. J'ai vu les photos récentes. Donc nous, on suit toujours la réalisation, juste pour les contrôles qualité. Alors, je reviens là-dessus. Donc, chaque élément de la structure est décomposé en différents blocs, en différents types de structures. Donc, on a les lentilles, le béton des lentilles, on a les éléments de façade, on a les éléments de verre, les dalles, tout ce qui concerne les sous-sols, et puis au bonheur, tout ce qui concerne les techniques, les maîtres. Et tout ça, ça fait partie d'une seule image, d'un seul programme, d'une seule base de données en fait. Ça va, j'ai pas dit trop de bêtises, c'est bon? Après, encore un petit projet qui me tient à cœur, c'est juste à côté. Allez le voir, c'est les pavillons Puma, le pavillon Under One Roof, où on s'occupe de faire toute l'ingénierie du projet béton armé, mais aussi la charpente métallique et la structure en bois. Donc là aussi, modélisation 3D, mais là aussi, c'est une structure c'est vraiment intéressant. C'est une structure qui est composée avec des cadres sur 260 mètres de longueur, donc c'est assez rare de voir un bâtiment d'une telle longueur. Le portée des cadres ici, il fait 6 mètres, ici on est à 12 mètres, et quand on rentre et qu'on voit les volumes comme ça transverse, c'est vraiment l'impression, elle est vraiment géniale. Essayez d'aller vous enfiler une fois, on va demander peut-être à Marty d'aller vous montrer, mais ils seront tout contents de vous faire visiter. Et c'est très intéressant. Je vais vous montrer le 3D aussi, parce que je pense que... Donc là aussi, gestion de la géométrie en 3D pour avoir une finition à la hauteur des exigences de l'architecte et aussi du client, hein, puisque le BFL va y mettre ici la deux. Donc, on revoit les cadres. Ici, là devant, on aura le montre jazz du café. Ici, c'est le passage pour passer au Learning Center. Et puis, il y aura tout ce qui concerne le Human Brain Project au nord. Si je tourne, là, on voit. Et puis là, en fait, il a taillé son pavillon avec des plans inclinés. Et la gestion, enfin,
je pense qu'on a réussi à faire mais on attendra la fin, de gérer justement ces plans inclinés de toiture sur les différents cadres pour qu'on ait cet effet justement d'enfilade et puis de symboliser le projet Under One Roof, qui est vraiment une des idées maîtresses de Camille. Donc vous voyez, tout est dessiné en 3D, et puis ça permet vraiment de gérer la géométrie, d'avoir le niveau de qualité voulu, et de gérer tous les détails. Ça va? Le dernier petit projet, c'est pour montrer on fait aussi des ponts. Ça, c'est le dernier concours de ponts qu'on a gagné l'année passée. C'est un projet de pont Vannes à Vienne. Donc on a aussi du travail, maintenant qu'on a fait du travail jusqu'à maintenant, mais on a aussi une belle réserve de travail pour la suite. Voilà, donc la synthèse des projets que j'ai présentés, juste pour résumer. J'espère que j'ai pu vous montrer qu'il y a un travail créatif dans le développement des structures, dans la conception des structures, qu'on essaye de transformer ces structures pour en faire des ouvrages d'art. C'était plus visible sur le projet du viaduc sur la Nef, mais sur les autres ouvrages, on collabore avec l'architecte justement pour essayer de développer une structure unitaire, d'intégrer tous les éléments de la structure dans une seule image. Si je n'ai pas pu vous montrer que les structures sont tridimensionnelles, je pense que c'est dommage. Et puis, le point intéressant que je mentionnais avant, c'est que les techniques de construction, elles influencent l'image. On l'a vu sur tous les projets. Sur tous les projets, suivant la technique qu'on utilise, on n'aura pas la même image. Le siège de Richemont avec Jean Nouvel, avec cette façade hyper transparente, comme je l'ai dit, en béton, ce serait impossible d'avoir la même image. Bon, un petit mot sur les ouvrages d'art, peut-être juste pour faire le lien avec notre travail. Les ouvrages d'art, c'était des constructions de grande importance qui se situaient le long des voies de communication, comme les ponts, les tunnels, les gares. Pourquoi elles sont appelées art? Parce qu'en fait, ça faisait appel à l'art de l'ingénieur pour tout ce qui était conception et réalisation. Puis souvent, des fois, ce travail, il est un petit peu négligé, ce travail créatif. Alors, quand j'ai ouvert mon bureau, l'idée, c'était justement de mettre l'accent sur ce travail créatif pour intégrer toutes les exigences du programme du client dans une structure et puis en faire un ouvrage d'art. Et par extension, je dis aussi que les grandes structures comme les bâtiments, les stades, c'est aussi, la structure elle-même, c'est aussi un ouvrage d'art, même on ne la fait pas tout seul, comme du pont, où on est le principal acteur, mais on travaille des fois aussi avec les architectes, mais là on est en plus étroite collaboration avec l'architecte. Juste un tout petit graphique, c'est pas un détail qui est important. Ce qui est important, c'est quand on conçoit une structure, il faut bien souvenir que ça c'est important pour tous vos projets, qu'il y a trois phases. Peut-être qu'on vous l'a dit, je n'ai pas suivi le cursus que vous avez suivi, mais il y a trois phases qui sont super importantes. Un, c'est les données. C'est-à-dire que la première phase, vous devez rassembler les données. Si vous avez une donnée qui manque, ça peut changer toute votre structure, toute votre image, tout votre projet. Donc vous devez rassembler votre donnée, que ce soit les données, les exigences du client, que ce soit le budget, que ce soit les gabarits, les sous-sols. Toutes ces données, c'est indispensable à faire ce qu'on appelle cette gestation, cette naissance du projet, cette conception du projet. Une fois que vous avez toutes les données, on travaille, nous aussi, mais vous aussi, je pense, on fait ce qu'on appelle la conception. Donc c'est un travail itératif, créatif, aléatoire, on fait des maquettes, on fait des bouts d'esquisse, on discute, on revient vers le client, puis petit à petit ça avance, puis plus on avance, plus on arrive à intégrer justement toutes les exigences du client dans un programme, dans une structure. Puis après, une fois que la conception est faite, que la structure est là, les grandes lignes de la structure sont données, on passe à la réalisation. Puis cette phase de réalisation, alors c'est la plus lourde d'entre toutes. C'est là qu'on calcule, c'est là qu'on fait des tactiques que vous adorez faire, c'est là qu'on fait des éventuels prototypes, c'est là qu'on fait les plans de soumission, dossier de soumission, l'appel d'offres, la réalisation. Ça va? Alors si ça va, je vais passer au pavillon de la Gare de Lyon. Donc, ça c'est le projet du pavillon de la Gare de Lyon. Ici on a direction Lausanne, ici c'est direction Genève, c'est la gare. Comme tous les grandes chaînes de distribution, ils veulent tous être à la gare. Pourquoi? Parce qu'il y a du passage. Il suffit que Migros ait mis un pavillon devant ici pour que Coop veuille mettre ici un pavillon devant. Donc Coop a voulu mettre un
un container de vente ici sur les quais, à la place d'un vieil immeuble qui est ici en jaune qui va être démoli, et puis un dépôt. Donc on est assez proche des voies. Et puis COP voulait mettre un pavillon, ils sont des pavillons standards, 21 mètres par 10 mètres par 3,70 mètres de haut. Ils les fabriquent à la chaîne, en Suisse allemande, ils arrivent par camion, ils sont montés en 2 jours, connectés, ça marche, ça bouge. Enfin, c'est plus de l'archi. C'est triste, c'est comme ça. Par contre, la ville de Nyon, elle a dit, mais nous, on n'accepte pas un pavillon, un vulgaire container sur les quais. Ils ont demandé de l'emballer, de faire quelque chose de mieux, d'améliorer ça. Et c'est le mandat qui a été donné au bureau FAST architecte de faire une proposition pour emballer ce pavillon avec une durée de vie qui est réduite de l'ordre de 10 ans, théorique, 20 ans maximum. Parce que la gare de Nyon devrait se transformer. Donc ici, c'est la proposition de l'architecte qui était mise à l'enquête. Alors là, ici, c'est le pourtour du pavillon, du container COP. Ici, la route dans l'autre sens, c'est le pourtour du pavillon COP. Et puis l'architecte a proposé de faire une marquise, une sorte de marquise autour du pavillon pour cacher un peu ces structures, puis pour créer un autre effet en fait sur l'image des pavillons. Ça, c'est le photomontage que les architectes avaient proposé. Donc on voit, on sent ici le container du pavillon avec les monoblocs ventilation magnifiques en haut. Et puis ici, c'est cette proposition de marquise. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que dans la réflexion de l'architecte, il manque l'épaisseur. C'est que ça ne tient pas. Donc c'est là qu'on est intervenu. Enfin, il y a un dicton qui dit on peut tout faire tenir, mais c'est pas vrai. Dès que c'est fin, on a des limites d'élancement. Dès que c'est fin, ça devient très très cher. On n'arrive plus. Donc il faut donner de l'épaisseur aux structures. Alors on les cache, on les met, on les suspend, on fait plein de trucs, mais il faut toujours de l'épaisseur. Et là, cette structure, elle ne tient pas. Donc on a travaillé avec l'architecte pour développer une structure qui tienne, où on a en fait utilisé, vous voyez, le petit espace qui est entre ici l'intersection avec la marquise et puis le pavillon COP, et puis la partie supérieure, ce décrochement n'est pas très beau, donc on l'a en fait occupé par une structure porteuse, par une poutre qui porte de là à là. Puis la même chose dans la grande longueur. Ici on a le modèle 3D, après vous pouvez le voir. Donc ici maintenant on est comme ça. Et puis on a utilisé cette hauteur pour avoir ce qu'on appelle nous une hauteur statique, hein, les ingénieurs. On en a besoin. Donc si je regarde en coupe maintenant, donc je fais une coupe transversalement. Donc on a une structure triangulaire. Ici on a le pavillon de la COP avec le bord de la toiture qui viendrait là. Donc on a développé plusieurs solutions. Une solution en charpente métallique, donc des caissons métalliques, comme on utilise dans la construction des ponts. Donc c'est des tôles métalliques qui seraient soudées. Par contre, ce serait super au niveau de l'image, par contre c'est assez cher. Après on a développé une autre structure qui est esquissée ici, où on a une structure tubulaire en acier, on voit les tubes. Et puis entre ces tubes, on tampe une membrane en synthétique. Mais le problème de la membrane tendue, c'est que pour la tendre, il faut des éléments arrondis. Et puis ça dérangeait l'image de ces plans taillés que souhaitait l'architecte. Donc vous voyez, là c'est un point aussi que j'avais, c'est la technique de construction, elle influence l'image. C'est pour ça que c'est bien de la discuter, cette technique de construction. Surtout, je ne dis pas pour un immeuble standard, ça influence peu, mais pour ce genre de structure, la technique influence beaucoup. Donc là, il y a un grand travail de développement de structure avec l'architecte et nous, pour arriver à proposer une structure. Et pour finir, on a fait une structure qui est en bois, qui ressemble un peu à la structure des ailes d'avion de la Première Guerre mondiale, ou Deuxième Guerre mondiale, où en fait c'est des éléments de bois qui font office de raidisseur. Alors ici on voit la vue de dessus du pavillon, le magnifique pavillon COP vers ici et l'autre. Et puis ici on a toute une série de coupes, qui sont des coupes ici transversales, qui montrent l'évolution de la forme de cette section transversale des États-Unis. Donc si je décompose la structure, on a des chevrons principaux, on a des raidisseurs transversaux, et puis après par-dessus et par-dessous, on appelle ce qu'on a un panneau, on l'appelle panneau 3 plis parce que c'est une sorte de... c'est un
panneau assez rigide qui est composé de 3 plis de bois, qui vient en fait fermer le tout et puis lier aussi le tout, faire vraiment une structure en forme de coque. Ici on a la structure en 3D. Je peux encore vous montrer. Elle va tourner un petit peu. Voilà, donc vous imaginez le pavillon coque au milieu. Une des exigences aussi, c'était que la marquise devait pouvoir rester seule. Donc elle était indépendante du pavillon. Et le pavillon doit aussi pouvoir rester seul. Donc il n'y a pas de contact entre les deux. Donc c'est une structure indépendante, on ne vient pas s'appuyer sur le pavillon coque. Et ça, c'est aussi, c'était ce que vous disiez. Il y a une indépendance entre les deux structures. Donc ici, on voit les deux structures. Alors, je pourrais encore... Enfin, la structure, je peux encore voyer. Je vais encore juste. Je vais l'ouvrir un petit peu. C'est l'avantage. Voilà, maintenant. C'est bien. On voit les raidisseurs. Vous voyez, j'ai enlevé le panneau supérieur. Et puis on voit les raidisseurs, puis on voit les chevrons aussi. Voilà. Les chevrons ici. Donc c'est ça qui donne la rigidité. Donc ça c'est l'avantage du modèle 3D, c'est qu'on arrive à tout voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On analyse ça, c'est-à-dire qu'on calcule la structure. Ici on voit un modèle tout simple. D'abord, on est un peu... On travaille toujours par étapes, les ingénieurs, on fait une structure d'abord toute simple, un peu plus compliquée, pour essayer de bien cerner le comportement. Donc ici, on a nos 4 colonnes, on a des poutres toutes simples, on va essayer de regarder quelles sont les flèches. Puis après, on passe à une structure plus compliquée, où là, on a une structure en coque. Donc, en coque, c'est-à-dire que c'est un comportement membranaire et flexionnel. Et puis, on arrive à déterminer les déplacements, puis c'est une structure qui est assez sensible, parce qu'ici, au milieu, ça porte sur 25 mètres. C'est juste de là bien plus loin que le fond de cette salle, avec une hauteur de 1,50 m, et puis il y a 45 mm de flèche quand il est sous la neige ou sous le vent. Donc ça bouge quand même, donc c'est assez sensible. Donc c'était tout ça pour vérifier les dimensions, dimensionner les chevrons, tout ce que vous devrez faire après quand vous serez ingénieur, ce qui est magnifique. Voilà, ça c'est la structure, puis en fait c'est le plan d'exécution qu'on a donné à la fin. On a fait un plan simplifié. Simplifié, où il y a les dimensions principales, mais après, on a fait comme pour le Learning Center, on a donné un fichier 3D. Et puis l'entreprise reprend ce fichier 3D, et puis recrée son modèle 3D pour faire la découpe CNC, pour découper toutes les pièces. Donc aussi un sacré travail. Et vous voyez, là, on a dû modéliser, sans compter les variantes qu'on a fait, on a fait 4 fois la reprise de la géométrie. Donc de tout intégrer dans un modèle unitaire, c'est intéressant. C'est pas dit que toujours, ça marche toujours, mais c'est intéressant. Voilà quelques images de la construction, comme ça vous aurez tout vu. D'abord, quelques pièces qui sont découpées à la CNC, puis après juste reprises en collé. Et on a déjà des formes de pièces compliquées. Ici, on voit une des ailes, donc ici on voit les chevrons, le raidisseur. Ici on voit la poutre, on voit la vallée collée qui est le long, ça vient retourner dans l'autre sens, qui est le long du pavillon coque, qui fait en fait la structure porteuse. Ici on a la structure des raidisseurs. Après la même poutre sur laquelle on a mis ici le panneau 3 plis, qui fait après une coque rigide. Après vraiment elle est rigide quand on a mis ces panneaux de bois. Ici, on voit les renforts en charpente métallique dans la zone des appuis, parce que dans la zone des appuis, est quand même, les puristes aiment bien tout faire en bois ou tout en acier. Nous, on utilise le matériau au mieux. Donc si tout à coup on n'arrive plus en bois, on ne va pas surépaissir, on utilisera plutôt de la charpente métallique pour intégrer, qui sera intégrée puis qui va faire le renforcement de la structure. Voilà, une des pièces qui est montée, donc les pièces sont montées en atelier, ajustées en atelier, contrôlées en atelier, puis ensuite transportées par camion. On voit la complexité, hein,
ces petites faces inclinées, là, ça a l'air de rien, mais gérer la géométrie d'un projet comme ça, c'est pas évident. Le transport, petite pièce, grosse pièce par grosse pièce. Ici, c'était l'histoire familiale, on voit même la patronne de la fabrication de la Syrie qui est en train de surveiller la manœuvre. C'était l'entreprise C'était l'entreprise Vogelsang. Ils sont où C'est un monde, c'est les seuls qu'on a trouvés qui étaient d'accord de faire un truc. Ducrel, par exemple, n'était pas. Ils étaient trop surchargés à l'époque. D'accord. On les avait contactés, mais ils étaient trop surchargés. D'accord. Ils seraient capables de faire. Mais Oui. en fait, des fois, on doit faire avec ce qu'on a. Oui, il y a le plan de charge des ouais. entreprises. Et eux, ils étaient très intéressés. Parce qu'en fait, c'est une fabrique. Ils font. C'est rigolo, c'est une entreprise familiale, mais monsieur pilote, madame pilote et le fils pilote. Donc, ils sont tous pilotes d'avion. Ils construisent leur avion. Donc, ce genre de structure, ça leur a pas fait peur. Juste pour l'anecdote. Donc on voit ici un des éléments qui est monté, on voit le magnifique pavillon de la côte, qui a été traité ici, un traitement déjà amélioré, puisque les architectes ont proposé de faire un enduit bitumineux sur la façade pour qu'on ait l'impression que l'eau se remonte sur le pavillon, mais ça je laisserai peut-être M. Tramparolo présenter quand il viendra faire la défense. Donc ici le pavillon monté, assemblé, ajusté, et puis après on fait encore, on voit la partie supérieure, on est au-dessus du pavillon, on est monté, on a mis l'échafaudage pour faire les travaux de peinture, là on est sur l'échafaudage, et puis on voit la surface, ici c'est surface un peu cassée, on voit le panneau 3 plis, sur lequel on a mis de la résine en polyuréthane. C'était prévu dès le départ, mais on a dû mettre 5 couches pour compenser les aspérités et puis donner la durabilité qu'il faut pour vraiment fermer hermétiquement cette structure en bois, pour pas qu'il y ait trop d'humidité qui pénètre et qui aille s'accumuler à l'intérieur, parce que c'est le risque. La structure étant creuse, dans les ponts par exemple, on n'aime pas faire des ponts avec des structures creuses qu'on ne peut pas inspecter parce qu'ici il y a des risques d'accumulation d'eau. Donc ici c'était la même chose, c'est pour ça qu'on a mis ces coups de résine. Voilà, une vue du pavillon fini, depuis le quai, et puis une vue de dessus, qui donne quand même une autre dynamique au pavillon qu'au container, que le container tout seul. Les intervenants, donc c'est la ville de Lyon, CFF Immobilier c'est le maître d'ouvrage, l'exploitant c'est COP, l'architecte c'est Tramparolo architecte. C'était anciennement le bureau FAST. Nous, on s'est occupé de l'ingénieur civil. L'entreprise de construction, c'était l'entreprise Perrin. Max Vogelsang, c'était l'entreprise de bois. 2014, la construction, 700 000 francs pour les travaux hors taxe. Petite conclusion, je reprends un peu mes 5 points, mais je pense que c'est important de redire que la conception, c'est un travail créatif. On n'arrive pas à la structure du premier coup, c'est pas que c'est comme ça puis on va réaliser, non, pour arriver déjà à la forme, pour savoir comment on va la construire, c'est un gros travail, c'est un gros travail de conception puis c'est un travail créatif. Après on essaie de transformer nos structures pour faire des ouvrages d'art, donc d'intégrer tous les éléments dans un seul ouvrage. Ici par exemple, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les piliers sont en béton, parce que le béton c'est quand même assez économique, mais on l'a emballé avec des éléments de bois pour qu'on ait l'impression que c'est une structure unitaire. Les structures sont tridimensionnelles, je pense que vous l'avez bien compris, maintenant ce sera à vous de gérer ces structures tridimensionnelles. Moi je trouve qu'en tout cas chez nous, dans le bureau, on exige de tous nos gaillards de maîtriser ces structures 3D parce que ça on améliore la qualité vraiment de nos œuvres. Surtout dès qu'ils sont courts, pieds inclinés. Si vous ne faites pas du 3D, vous avez des problèmes avec les jonctions, vous avez des problèmes avec les raccords, et ça, sans le 3D. À l'époque, ils ne construisaient pas de structures, pas de structures, parce qu'ils n'avaient pas la 3D. Maintenant, on veut créer de nouvelles images, on veut, dans l'architecture contemporaine, c'est souhaité de faire des structures plus compliquées, ou à cause des exigences de terrain, ou des autres exigences, il faut l'imprimante 3D. Technique de construction influence l'image. Ici, c'est assez clair. Si ce n'était pas en bois, si on avait dû faire en membrane, ce ne serait pas la même image, ce ne serait pas la même vision.
Là, on a pu avoir justement cet aspect monolithique par l'utilisation du bois et de la résine. D'où les architectes et les ingénieurs doivent collaborer. Je pense que c'est un élément clé pour faire ce genre de structure. Voilà, j'ai fini ma présentation, j'espère que ça va. Je sais pas trop de questions. Enfin, moi, je trouve que c'est un projet qui est vraiment extrêmement intéressant. Même dans les aspects les plus bassement matériels, comme par exemple la subdivision, l'organisation du projet entre un bloc qui est conçu de manière industrielle et puis à côté un habillage. La façon dont ça s'est négocié par rapport au plan de développement urbain de la gare. Moi personnellement, le bâtiment, l'initiative de travailler là-dessus, j'ai vu, parce que la première fois que je suis passé devant ce bâtiment, je me suis dit, mais c'est vraiment étonnant. Pour une fois, on a quelque chose d'extrêmement contemporain et qui reste à une échelle urbaine et qui ne fait pas ovni dans le tissu urbain. Il y a malgré tout quand même cette idée de colonnade autour d'un bâtiment. Il reste quelque chose de très classique en même temps. Et puis vraiment, c'est bien pensé. Alors après, j'ai des tas de questions de détails. Il n'y a pas de revêtement transparent qui aurait pu laisser apparaître le bois. Ça n'a pas été envisagé, ça? Pas en résine polyuréthane. Non. Puis les transparents, les résines, éventuellement époxy, elles jaunissent. On n'arrive pas à bloquer les UV, c'est toujours pas possible. Puis vraiment, c'était un choix de l'architecte aussi. Blanc, en contraste avec le noir, le bitume noir, le bitume qui est noir, ça, je pense que c'est une volonté architecturale. D'accord. De le faire. Et après, évidemment, ce qui est un peu choquant, c'est le fait que les gens, après chacun redessiné, c'était pas envisageable d'avoir un seul modèle numérique transmis d'entreprise en entreprise à ce moment-là.